Bonsoir. Du mouvement bientôt dans le secteur de la santé. Les agents du corps médical sont mécontents. Quelles sont les revendications? Quelles pourraient être les conséquences d'une telle action? Nous y reviendrons. Le drapeau ivoirien a flotté ce dimanche dans le ciel espagnol. Les éléphants taekwondoïstes Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé Salah ont décroché tous les deux les médailles d'or lors du récent Open d'Espagne. Retour sur le parcours de ces illustres représentants de la Côte d'Ivoire sportive. Plusieurs affaires de viol et de séquestration de femmes défraient la chronique ces derniers jours. Pour en parler, nous recevons ce soir Dénéo Nyoncian Désiré. Elle est secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans le Live Talk. Oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Oh, c'est bien quand c'est répondu en cœur comme ça. Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Hein? Super, très très bien. Madame Bleu, vous n'avez pas vos lunettes, mais vous avez une tablette. Effectivement, tu sais, je suis très digital, geek. C'est vrai, ouais, dans l'âme. Hein. Dans l'âme, c'est profond. Vous avez votre tablette. On en est jaloux. Ah bon, pourquoi? Ouais. Parce qu'on n'a pas de tablette. Nous. On attend les nôtres. Mais ça vient bientôt. Mais quand? C'est ça. Petit mouvement de revendication. Réfléchis. Petit mouvement de revendication sur le plateau, c'est ça? Donne-nous une date, non? Parce que tu vois, des fois, there can be miracles. On fera apparaître pour vous cette semaine. When you believe, donc tu vois. C'est ça. We believe. Faut avoir la foi. We believe fort hein, sur le truc. Bon, en tout cas, on est content. Anassi, Sophie Aïda, je ne sais pas pourquoi vous avez pensé à ce stylo. C'est le stylo de Rabia Diallo. Donc, c'est pour lui faire un coucou. Oh là là, coucou à Rabia Diallo. Bon week-end à vous. Anassi, tout de suite, la petite info avec vous. Oui, alors ce soir on part à Dubaï, donc je vous fais voyager, mais on va parler de pollution malheureusement, avec le cas de ce chameau qui a été découvert par un chercheur américain, qui est d'ailleurs cofondateur de l'Institut de lutte contre la pollution. Il a découvert enterré dans le sable qu'il était mort, et après analyse, ils ont découvert plus de 2000 sacs en plastique dans son estomac, ce qui aurait été la cause justement de son, on va dire, de sa mort, par étouffement on suppose. Et puis c'est l'occasion de rappeler justement que tous les actes de pollution qu'on peut mener mènent à la mort de pas mal d'animaux. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux en ce moment partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire, qui sont en voie de disparition. Et la pollution reste encore l'une des raisons majeures justement de ce déclin-là. 2000 sacs en plastique dans le ventre du chameau. Et alors, après analyse, il a même ajouté que l'équivalence justement de ces 2000 sacs en plastique dans le ventre de ce chameau serait comme avoir, nous, en tant qu'humains, 50 sacs en plastique à l'intérieur de nos estomacs. Mais c'est quand même fort, parce qu'en général, on trouve du plastique ingurgité plutôt chez les animaux marins. Donc les cachalots, les baleines, ce genre de choses. Et il avait affirmé justement, parce qu'il faisait des recherches maritimes avant d'atterrir justement à Dubaï, il avait affirmé qu'en 2 décennies, on va dire, d'analyse qu'il a pu faire sur les côtes maritimes, il n'avait jamais été face à un cas aussi grave. En fait, c'est à se demander, en fait, où est-ce que les habitants de cette ville mettent leurs poubelles pour qu'un chameau aille manger, 2000 sacs en plastique. Et qu'il ait envie déjà de manger des plastiques aussi. La question, est-ce qu'il était attrapé à ça? C'est un peu triste quand même pour les chameaux, mais les chameaux aussi, à un moment, il faut qu'ils vont sur l'alimentation. C'est sans ça qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'en général, on voit les chameaux mâcher avec tellement de temps et de précision. Tout. Bon, on se dit comme il a pu digérer tout ça. C'est fort. C'est étrange. Le chameau, à la base, il est herbivore. Il est herbivore. C'est étrange. En tout cas, ça permet juste d'attirer l'attention sur le fait qu'en tant qu'humain, il y a un vrai impact des actes de pollution sur notre environnement. Là, on voit bien sûr, vous parlez des cachalots, des animaux marins. Là, on voit aujourd'hui que ce sont les chameaux et sait-on jamais sur qui d'autre ça peut avoir des conséquences. C'est sûr, ça a des conséquences sur tout le monde. Même si nous ne savons pas toute encore. Forme de pollution. Non, mais parce que même les poissons, par exemple, qui vont en ingurgiter, on les mange après.
Donc on se retrouve avec des maladies, tu vois, toutes sortes de choses. On parle de cancer, on parle de toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs la cause de pas mal de pandémies qu'on a pu connaître ici, notamment les déchets toxiques, voilà. Et même l'utilisation des déodorants. Moi, j'ai fait une étude là-dessus à propos des chlorofluorocarbones qui détruisent donc la couche d'ozone. C'est un truc. Donc voilà, merci beaucoup, petite fourmi, grâce à vous. Je vous en prie. Ce soir, nous tirons sur la sonnette d'alarme pour que nous fassions beaucoup plus attention à notre environnement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Que nous soyons responsables. Responsables, exactement. Bon, on va faire un tour de l'actualité nationale et internationale, vous voulez bien? Effectivement. Yes. Ils ont longtemps été pointés du doigt, ou en tout cas ils le sont régulièrement, nos chers médecins et membres du corps médical aussi ont décidé de donner de la voix pour dire oui, peut-être qu'on leur reproche des cas de négligence, et même de leur serment d'Hippocrate, mais ils disent dans quelles conditions travaillons-nous? Visiblement pas dans les bonnes, vu qu'ils ont l'intention de partir en grève si rien n'est fait. Et oui, ils ont l'intention de hausser la voix, donc de hausser la voix et de se faire entendre par une paralysie, donc une grève des différents centres hospitaliers universitaires qu'on appelle couramment CHU en abrégé, et également les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire à partir du mardi 1er juin 2021. Donc ça a été annoncé et c'est une décision qui a été prise lors de l'Assemblée générale conjointe du directoire de la coordination des syndicats du secteur de la santé, Cordi Santé en abrégé, et du syndicat des cadres médicaux de Côte d'Ivoire, donc le SINA-CAMSI. Ça s'est fait le 17 avril 2021, voilà, tout récemment. La coordination donc, des syndicats du secteur de la santé et le syndicat donc, des cadres médicaux réclament la signature des projets de décret relatifs à l'indemnité de risque sanitaire revalorisée, à la prime d'incitation trimestrielle et à la prime d'astreinte. Donc beaucoup de primes qui sont réclamées par les médecins et agents de santé. Le directoire de Cordi Santé et donc du SINA-CAMSI a déclaré ces projets de décret n'ont pas été présentés en Conseil des ministres et par conséquent n'ont pas été signés. Donc les syndicalistes disent privilégier donc, la voie bien sûr du dialogue dans la recherche de solutions à leurs différentes préoccupations. Et ils précisent également que le dépôt auprès de leur employeur, donc qui dit employeur dit ministère de la Santé, du préavis de grève se fera au plus tard le lundi 17 mai, en l'absence de toute solution. Donc ça c'est bien clair, ils ont été précis, ils respectent les textes en vigueur, donc un préavis d'1 mois avant de lancer la grève et la paralysie proprement dite. Il faut savoir que le système de santé ivoirien est bien sûr de plus en plus décrié. On l'a vu sur ce plateau ces derniers temps, au vu de la situation qu'on a vue. Sont pointés du doigt donc, le comportement et l'attitude de membres du personnel de santé, ainsi que le manque d'équipement dans les structures et établissements sanitaires ivoiriens. Oui. Très bien. Alors, pour être juste et bon, sur ce plateau-là, la semaine dernière, on a été très très dur vis-à-vis de certains d'entre eux, en tout cas de ce corps médical-là, qui s'était illustré d'une manière ou d'une autre au regard des nombreuses plaintes portées contre eux. Mais aujourd'hui, il est important pour nous également de reconnaître que ce personnel de santé-là, dans un premier temps, a fait un travail énorme, un travail à saluer. Et sans beaucoup de moyens. Sans beaucoup de moyens. Ils ne travaillent pas toujours dans les meilleures conditions. Bon, c'est vrai que ce qui m'embête un tout petit peu, lorsque j'ai lu le point... C'est la date de la grève jusqu'au 17 juin. Encore. Jusqu'au 1er juin, oui. Encore, mais quand on dit la signature des projets relatifs aux indemnités de risque, voilà, sur le coup, c'est vrai que j'aurais été plus heureux de lire qu'ils se battaient pour qu'il y ait de meilleures conditions de plateau technique. Mais là, pour l'instant, c'est l'indemnité. On dit, bon, c'est vrai qu'on travaille, on ne travaille pas également pour devenir mouton. Utiliser l'expression bien connue des Ivoiriens. Ils réclament leur dû, certainement. Et à côté de ça, très bien qu'ils se battent aussi pour une amélioration. Parce que moi, je disais tout à l'heure, l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais ça, c'est des conditions de vie aussi quand même. Parce que dans tous les cas, on travaille pour bien vivre. Non, c'est clair que je pense que la priorité pour eux, c'est de bien vivre. Donc, on a cité
l'indemnité de risque sanitaire, j'entends quelqu'un dire la prime d'incitation. J'entends un médecin dire là-bas que quand tu es à la télé, là, quand tu travailles là, si on te paye pas, viens te plaindre pour les caméras, c'est ça? Non, je pense que c'est assez flagrant quand même. L'indemnité de risque sanitaire, l'indemnité d'incitation trimestrielle, la prime d'astreinte. Bon, je pense que pour eux, c'est une manière d'avoir les conditions et les avantages nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions au sein de leur établissement sanitaire. Bon, après, tu parles de l'amélioration du plateau technique, la disponibilité de coton, parce que souvent, quand même, tu payes le coton dans certains CHU. Le coton, l'alcool. Tu payes l'alcool. La bétadine. Voilà, bon, après, peut-être que ça viendra après. Peut-être qu'ils feront d'autres grèves pour demander l'amélioration de la fourniture en médicaments et ce genre de choses, par exemple. Ce qu'on peut dire quand on regarde ces dates-là, justement, moi je pense que ça ne part pas d'une mauvaise intention on va dire, d'handicaper un peu le système sanitaire en ce moment. C'est plutôt d'attirer l'attention sur leurs conditions et justement ce qu'ils demandent. Il faut qu'on regarde vraiment. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû faire ça dans ce laps de temps-là. Mais surtout qu'ils n'ont pas été entendus. C'est pas la première fois qu'ils donnent de la voix pour pouvoir décrire un certain nombre de choses, revendiquer de meilleures conditions. Peut-être que n'ayant pas été suffisamment entendus, ils ont décidé de passer à une nouvelle étape. On aurait aussi, pour avoir l'assentiment du public aussi, qui les écoute, ça aurait été bien qu'on ait pu les entendre se prononcer sur le scandale qu'il y a eu dernièrement avec la mort des jumeaux, la mauvaise prise en charge des jumeaux au CHU de Cocody. Je veux dire, vous êtes une coordination, vous êtes une association de syndicats. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on puisse vous entendre ce genre de sujet. Si on veut lire entre les lignes, on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'analystes sont en train de se poser la question pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et dans les réponses qui viennent à ce pourquoi-là, il y a justement la condition de ces personnes-là. Et donc, c'est l'occasion pour eux de surfer. Je disais quelque part, vous avez 2 sages-femmes pour 10 personnes ou 10, 15 femmes qui viennent accoucher, souvent ils sont débordés, ça avait été évoqué comme raison. Je pense qu'ils surfent dessus en fait, pour faire entendre justement leurs revendications. Ce qui me dérange, c'est le timing de cette grève. De cette annonce, l'annonce de cette revendication et surtout, comme disait Eddy tout à l'heure, le fait qu'ils ont été complètement muets sur la situation qu'on est en train de vivre en ce moment par rapport au décès de ces 2 bébés qui c'est une parmi tellement d'autres en fait, et c'est pas le seul, c'est pas le seul cas qui s'est passé ce jour-là ou la semaine en question, puisqu'on sait que le ministre de la Santé a reçu toutes les personnes qui étaient dans le même cas. Donc il y a un problème. Le problème est véritable. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Oui, on parle de primes, ça je n'en disconviens pas, et je ne veux pas leur retirer ce qui leur est dû. Mais à the end of the day, à la fin de la journée, il y a un problème qui est plus profond. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. On parle de personnes qui ont prêté serment pour s'occuper de d'autres personnes. Aujourd'hui, vous mettez votre travail de côté, vous bafouez cet engagement que vous avez pris parce que vous n'avez pas reçu vos primes. À un moment, ça va au-delà de ça. Moi, ça peut le donc vous terminez, Sophie. Pardon. Allez-y, terminez. En fait, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est vraiment ça, c'est de venir sur la table et de dire, OK, voilà les choses qu'on nous reproche, s'exprimer sur la situation qui est quand même une situation déplorable qui s'est passée la semaine dernière, et puis mettre aussi sur la table les revendications. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils auraient pu compléter l'ensemble des revendications, en plus de demander leur dû, c'est normal, ils ont besoin de leur prime. Mais également, demander l'amélioration, comme tu l'as dit, du plateau technique, de leur équipement, de leurs conditions de travail. Et puis en plus, je parlais dernièrement de la thèse de doctorat d'un enseignant-chercheur, Serge Touvoli, à l'Université de Cocody, qui dit que 95% de ces agents de santé-là, qui ont répondu à son enquête, considèrent que la présence des psychologues auprès d'eux est comme une initiative salutaire. Je veux dire, vous travaillez dans un environnement où vous avez des heures supplémentaires, où vous avez une insuffisance de personnel, par exemple, où vous êtes obligé d'allonger 48 heures de garde, 72 heures de garde. Mais c'est vrai, l'argent, c'est important. Mais derrière, il faut que vous soyez dans un cadre où vous êtes suivi psychologiquement parce que vous voyez des morts tous les jours, des blessés, ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que ça peut être un ensemble de revendications. En plus de l'argent, c'est ce qui fait que certains deviennent complètement détachés de la mort. Bien sûr. Et on a des mesdames, peut-être que ça va vous calmer un tout petit peu. Les syndicalistes disent privilégier la voie du dialogue dans la recherche de solutions à leurs différentes
préoccupations. On va estimer que dans leurs différentes préoccupations, il y a aussi les conditions de travail. Les etc. Voilà, on va estimer que c'est ça. Une chose est sûre, ça réussit à attirer l'attention sur, effectivement, et c'est même pas qu'en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays, même dans les plus développés, les médecins se sont toujours plaints du fait que leurs conditions de travail ne soient pas toujours celles les plus valorisées. Voilà. On attend la réaction du ministère de la Santé. À propos déjà de ce sujet. En tout cas, moi, je pense que c'est important. À propos de l'enquête. Oui, à propos de l'enquête, voilà. Et puis, puisqu'il a reçu également les parents. Et puis, certainement que ce message-là, ils ont dit privilège d'avoir dialogue. On espère que ce dialogue-là se tiendra pour le bien des médecins et aussi des populations. Oui. Voilà, pour qui nous parlons. Bon, on va aborder un autre point, celui-là beaucoup plus joyeux. Il y a de l'or dans l'air pour nos taekwondoïstes. Ruth Gbagbi. Un drapeau ivoirien comme ça. Ruth Gbagbi et Cheikh Cissé Salah ont remporté l'or lors de l'Open international en Espagne. Yes, qui a eu lieu donc le dimanche 18 avril 2021, la finale. Donc les athlètes ivoiriens, comme tu le disais, Cheikh Cissé Salah et Ruth Gbagbi ont remporté la médaille d'or de l'édition. Gbagbi ont remporté la médaille d'or de l'édition 2021 de l'Open international d'Espagne. Alors Cheikh Cissé, comme d'habitude, on est maintenant habitué. Il a fait un parcours sans faute. Donc avant de battre en finale le Britannique Caden Cunningham 12-2. Cheikh Cissé avait aussi remporté donc tous ses combats qui l'ont opposé aux Espagnols Garcia Daniel avec 18-0 au premier tour et Vilaine Manuel 19-9 en quart de finale, ainsi qu'au Russe Kamalov Raphaël 8-2 en demi-finale. Alors de son côté, Ruth Gbagbi a défendu son titre de numéro 1 mondial de taekwondo au niveau... Pourquoi tu rigoles ? Non, je vous écoutais. Ruth Gbagbi a défendu son titre de numéro 1 mondial de taekwondo au niveau des dames dans la catégorie des moins de 67 kilos à cette même compétition. Lors de son premier combat, Ruth Gbagbi a donc vaincu l'Espagnole Léa Lopez 20-6 et en demi-finale, elle a arraché sa qualification pour la finale sur le score de 5-3 face à l'Espagnole Cecilia Castro. Et puis en finale, son adversaire, la croate Angélique Matea a signé forfait. C'est donc comme ça notre Ivoirienne a obtenu cette médaille d'or. Je suis à des moments humoristes, donc si je ne profite pas de cette occasion-là. Elle était dans son coin et puis elle a lui dire, tu sais, l'Ivoirienne, elle a déjà sonné 4 personnes. Elle fait ça. Pourquoi? Elle n'a qu'à gagner, elle n'a qu'à prendre. Bravo, Ruth. Bravo. Non, mais vraiment. Alors, l'Open international d'Espagne a réuni donc 350 athlètes venus de plusieurs pays, dont les grandes nations de cette discipline, telles que la Corée, la Grande-Bretagne, la Chine, etc. Ce sont des Ivoiriens qui on est au sommet du taekwondo mondial. Ça s'applaudit. Donc, cette sortie des athlètes ivoiriens rassure sur leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo qui sont prévus du 23 juillet 2021 au 8 août. Et puis donc, Cheikh Cissé, champion d'Afrique, est le premier et seul Ivoirien médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Il a fait une performance, on se rappelle la performance qu'il a réalisée aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et puis Ruth Gbagbi, championne d'Afrique et du monde de taekwondo et l'unique médaillée de bronze de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. Et tout comme Cheikh Cissé, elle l'a décroché lors des Jeux Olympiques du Brésil en 2016. Franchement, on en est super fiers. Non, il faut rappeler que quand même ces deux athlètes-là ont rehaussé l'image du taekwondo en Côte d'Ivoire. Ils ont permis en fait que beaucoup de jeunes puissent s'y intéresser d'ailleurs. Et les gens aujourd'hui sont fiers de parler en fait de cette discipline en Côte d'Ivoire. Et c'est un sport, moi j'en ai fait. Plus jeune. Attention. J'étais jusqu'à ceinture marron. Ah oui, quand même. Attention. Non, c'est un sport qui est génial parce que ça permet vraiment de canaliser son énergie, de développer de la souplesse, de développer, travailler son attention. Canaliser son énergie. Ouais. Mais surtout l'énergie, c'est ça se discipline. Ouais, voilà, exactement. Donc, non, c'est super et je pense que c'est une bonne chose d'avoir des jeunes comme ça qui font briller la Côte d'Ivoire et puis qui inspirent. Donc voilà, tu vois, tous ces jeunes enfants. Parce qu'aujourd'hui, en plus, les enfants sont tellement agités. C'est ça, au-delà de ça, on parle de valeurs, ça développe. Aujourd'hui, quand vous voyez vous parliez de Cheikh et de Ruth, eh bien, derrière ça, il y a des valeurs, il y a le travail. C'est ça, il y a de la discipline. Totalement. Parce que pour atteindre ces niveaux-là, il faut bosser, il faut être discipliné. Et surtout, tu vois, ils ont gagné aux Jeux Olympiques en 2016, bronze et or.
Mais beaucoup de gens se disaient, oui, bon, c'était un coup de chance. Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire la même chose? Et donc, de 2016 à maintenant, ils ont continué à travailler. C'est facile de s'oublier. Comme disait Michael Jordan, le plus important, c'est pas d'être le meilleur, c'est de le demeurer. Exactement. C'est ça. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour Handgriff, les sponsors, le ministère des Sports, de s'intéresser beaucoup plus à cette discipline, d'investir beaucoup plus dans cette discipline en termes de moyens financiers, parce qu'il n'y a pas que le football, il y a le taekwondo, mais il y a également l'athlétisme, parce qu'on a 2 femmes qui font briller la Côte d'Ivoire au sommet de l'athlétisme mondial, donc Marie-Josée Tallot et Muriel Aouré. On a besoin de plus d'exposition que juste des remerciements, les qu'elles sont reçues peut-être à la présidence, lorsqu'elles gagnent. Il y a besoin de plus d'exposition et d'inciter des jeunes à rentrer dans ces compétitions comme le taekwondo, comme l'athlétisme, pour créer des vocations et créer des champions comme la Chine, la Corée du Sud et tout ça. Donc il faut aller au-delà de ça, profiter de ce genre d'opportunités pour investir. Je sais qu'il y a un palais du taekwondo qui est en train d'être construit, presque finalisé au niveau on va dire, l'embranchement à Djamé de Plateau. Ça va être magnifique. Je pense qu'il y a un renouvellement aussi au niveau de la fédération. Je pense qu'il y a des élections qui sont prévues également au niveau de la fédération de taekwondo. Ça bouge, c'est bien, mais il faut beaucoup plus. Et ce qui est encore plus génial, tu vois, c'est bien de gagner des prix, mais le simple fait de pouvoir participer à ce genre de compétition, les gens que tu rencontres, l'ouverture d'esprit que ça te donne, ça crée d'autres opportunités. Et puis remarquez, là on a cité 4 grands noms quand même de l'athlétisme et du taekwondo ivoirien. 3 parmi ces noms sont des femmes, donc ça c'est carrément absolument. C'est trop. Oui, on allait saisir cette opportunité, tu le sais, bien sûr. Moi, j'étais content, je me suis lancé. Non, mais bon, vous avez bien raison. Mais après, il y a d'autres champions. La Côte d'Ivoire a d'autres champions dans d'autres disciplines. Beaucoup moins médiatisés. Même para-olympique également. On a un champion également. Donc, c'est à saluer. Et je pense que ce sont des sports qu'on dit mineurs, mais qui sont importants. C'est ça que nous voulions dire. Ou même beaucoup d'argent là même. Mais bon. En tout cas, ils sont qualifiés. Les éléphants footballeurs sont qualifiés pour la prochaine. C'est bien, c'est bien. Donc, au Cameroun. Au Cameroun en plus. Très bien. Mais la fédération de taekwondo n'est pas sous le coup de normalisation. Très bien. Merci. Ils disent vraiment. Bravo Ruth. Et puis bravo au staff aussi, parce qu'on ne parle pas toujours d'eux. Mais c'est des gens qui apportent un travail énorme, même, parce qu'il y a la préparation de ces athlètes-là. Et puis, ce n'est pas tous les jours des gens qu'on remercie. C'est un peu comme chez nous, l'équipe de devant et l'équipe derrière. Voilà, nous, on serait ravis de les recevoir, non, quand ils rentrent. Oui, mais ce serait génial. Je pense qu'on devrait les avoir sur le plateau à leur retour, Ruth et Cheikh. Je pense que ça se fera, Inch'Allah. Donc, rentrez avec vos médailles, vous serez là. Avec un miracle when you believe. Bon, c'est la fin de la Life Actu. On va marquer une courte pause, histoire de voir comment Sophie se défend. À tout de suite. Déléo Nyancian Désiré est avec nous sur le plateau du Live Talk. Elle est secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonsoir Désiré, comment allez-vous? Bonsoir. Très bien. Très bien. En plus, c'était Goué maintenant. Ah bon? Ça a été rendu public. Ça a été rendu public, très bien. Le joli prénom de ma mamie. Ah, c'est mignon. Alors justement, pour l'affaire de viol sur mineur, une autre affaire du violeur en série qui défraie la chronique dans la capitale, une période, on a envie de dire, où c'est pas de tout repos pour vous, pour la Ligue. C'est pas de tout repos depuis que la Ligue existe, en fait, même bien avant qu'elle existe. Comment vous vous organisez sur tous ces fronts? Déjà, il faut dire qu'on était activistes au départ. On est une organisation féministe, on se le revendique, c'est inscrit dans nos statuts et règlements intérieurs. On est toutes actives sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et du coup, on s'est toutes réunies, chacune venant d'une association ou même pas d'une association, afin de pouvoir porter nos voix ensemble dans nos diversités et dans nos différences. Du coup, la Ligue est née en 2019. En novembre 2019, on a bientôt 2 ans. Et on répondait ça et là aux différents appels, à témoins, aux différentes personnes dans le besoin, que ce soit au niveau juridique, au niveau social, mais tout ce qui était en lien avec les droits des femmes. Et comment tout a démarré? D'où est venu le déclic? Le déclic de la Ligue. La Ligue est née, on va dire, dans la période des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes en 2019. Donc on va dire la période du 25 novembre 2019. Étant donné que chacune posait déjà des actions de façon personnelle, on a décidé de se réunir pour pouvoir organiser vraiment cette période des 16 jours d'activisme, la marquer
de la manière, enfin, on va dire, la plus importante. Et je pense que les 16 jours d'activisme en 2019 ont été quand même assez suivis. Et aussi, dans cette période-là, il y a eu l'affaire Ghislaine Kobi, hein, dont j'ai été référente pour le compte de la Ligue, qui était battu par le fils du roi de Bassam, je le dis parce que il y a eu procès, l'affaire a été traitée. Et du coup, il y a une grosse injustice dans cette affaire-là parce que la jeune dame a perdu un œil et son agresseur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec une amende de 50 000 francs, ce qui est carrément contraire au code pénal en Côte d'Ivoire. Donc, on a fait ce qu'on appelle du bruit parce que généralement, les gens nous assignent à cela, on nous traite de féministes 2.0. Mais on n'a que les réseaux sociaux pour s'exprimer en Côte d'Ivoire et il faut toujours faire tapage pour se faire entendre. On a eu un communiqué du ministère de la Justice. Il faut rappeler que dans cette affaire, la jeune dame ne savait même pas qu'il y avait eu procès. Le procès s'est tenu en son absence. Donc, on a fait appel de la décision et jusque-là, nous sommes en attente. Donc, coucou au ministère de la Justice. Alors, justement, on va en parler tout à l'heure de vos rapports avec le ministère de la Justice, parce que vous émettez vous avancez des choses. Le procureur dit, attention, on ne sait pas ce qui se passe. On va parler de vos rapports tout à l'heure. Pour revenir à l'actualité et sur l'affaire des viols, on va regarder cet élément vidéo-là sur la question du viol et on revient juste derrière. D'accord. Selon moi, on parle de viol lorsqu'il y a agression sexuelle sur une personne sans son consentement. Même avec son épouse, on peut parler de viol. Du moment où cela se fait sans son accord, automatiquement, il y a un viol. Pour quelqu'un qui a dragué une fille et arrivé en chambre, si celle-ci refuse, bon, il doit se rétracter. Parce que s'il va à l'encontre de ce refus-là, on peut dire qu'il y a viol. Lorsque la femme n'est pas consentante, que vous faites l'amour avec elle, elle ne veut pas aller avec vous, vous la forcez à aller avec vous. Voilà, on dit que vous l'avez violée. Les personnes en couple, on peut parler de viol, mais ne pas aller à la justice. Parce que vous êtes mariés, le mari il a besoin d'être satisfait, il faut que la femme accepte. Donc bon, il peut l'obliger à faire, mais moi je pense que là, il y a viol, mais on ne peut pas aller à la justice. Le mari a un droit, il réclame son droit. Il faut le lui donner. Parce qu'il sera obligé d'aller ailleurs. Et là, la femme va se plaindre. Donc pour ne pas qu'il aille au dehors, moi je pense qu'il faut accepter. Non, c'est un droit. C'est vrai qu'on dit que c'est un droit, mais est-ce que l'être humain ne se fatigue pas? L'être humain se fatigue. Donc si elle dit qu'elle est fatiguée, tu es obligé de laisser. Même si c'est ta femme, tu es obligé de laisser. Elle dit qu'elle est fatiguée, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de laisser. Et quand tu forces, ça va au viol. Parce que puisqu'elle n'est pas consentante, tu es là, tu te débats toi seul. Elle a la tête ailleurs. Donc c'est comme si c'est zéro. On parle de viol quand la femme n'est pas consentante pour faire les rapports avec l'homme. Même avec son époux, si elle ne veut pas, c'est considéré comme un viol selon moi. Dans le couple, il y a peut-être des histoires. Peut-être que ce jour-là, on n'a pas envie de faire l'amour, ça dépend. Si on n'a pas la paix du cœur, on ne peut pas se jeter dans les bras de son homme. Si on n'est pas contente de son homme, on ne se jette pas dans ses bras. Il y a viol quand il y a une pénétration sexuelle sans consentement. C'est-à-dire que même ça peut être ta femme. Si elle n'est pas d'accord, peut-être elle est fâchée, tu couches avec elle obligation, c'est viol. Si elle dit qu'elle est fatiguée, bon, elle dispose de son corps. Toi aussi, tu es un homme, tu peux comprendre. Mais il ne faudrait pas qu'elle aille coucher avec quelqu'un d'autre, elle est fatiguée. Et puis maintenant, quand c'est ton tour, elle te dit qu'elle est fatiguée. Donc, il faut qu'elle te dise pourquoi elle est fatiguée. Si la raison est valable, ok, tu laisses. Mais si la raison n'est pas valable, bon. Et si elle ne prouve pas qu'elle est malade aussi, parce que c'est vrai, c'est son corps, mais toi, tu es son mari. Donc, elle ne peut pas te priver ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a des phénomènes de viol. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention avec les jeunes filles. Elles font ça d'une manière ou d'une autre pour chercher de l'argent. Donc, quand des gens qui font de ça, leur activité, si tu couches avec elle, il faut lui donner l'argent. Tu couches avec elle, tu ne lui donnes pas l'argent, elle va dire que tu l'as violée. Il m'a invité dans un hôtel. Et d'abord, dans un restaurant, il m'a dit, bon, il était fatigué, on devrait aller se reposer. Et arrivé là-bas, il m'a violé. Ah. C'est pour ça que quand tu es un chercheur de femmes, quand tu finis, il faut donner un peu d'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, ça devient un problème pour toi, mon fils. Pour moi, on peut parler de viol lorsque l'acte sexuel se produit sans le consentement des deux parties.
soit le consentement de monsieur ou de madame. Parce qu'il peut arriver parfois, la femme peut violer le monsieur, comme le monsieur aussi peut violer la femme. Donc pour moi, quand on parle de viol, c'est sans le consentement d'une des parties. Ouais. Désiré Denéo, on se rend bien compte là que la question du viol là, elle n'est pas totalement connue de tous. Oui. La notion elle-même de viol, à quel moment on parle de viol, qu'est-ce qui est considéré comme un viol, et même jusqu'à qu'est-ce que le violeur encourt comme peine. D'accord. Que dit la loi? Que dit la loi? Déjà, le viol était défini dans notre code pénal en août 2019. Donc, c'est dit que de 1960, depuis qu'on est un État, un État avec une constitution, jusqu'à 2019, le viol était laissé à l'appréciation, si vous voulez, du juge, parce que ce n'était pas défini dans le code pénal. Il y a eu énormément de plaidoyers d'associations pour les droits des femmes, d'associations pour les droits de l'homme, afin que le viol soit défini dans notre code pénal. Donc, ça fait seulement, on va dire, pratiquement 2 ans que c'est défini de façon claire dans le code pénal. Donc, le viol, c'est toute pénétration sans consentement. C'est-à-dire le consentement, c'est je dis oui ou je dis non. Donc sans consentement, que ce soit au niveau anal, au niveau de la bouche, au niveau sexuel, tout ce qui est attouchement. Donc le viol, ce n'est pas que la pénétration vaginale. Il y a aussi l'anus, il y a aussi la bouche. Je me permets de parler en toute liberté. Sans filtre. Voilà, sans filtre. Donc c'est cela le viol. Après, quelle est la peine qui est encourue? Ça part jusqu'à 20 ans. De 5 à 20 ans. Moi, je suis curieuse de savoir, dans le couple, comment est-ce que la femme prouve qu'elle a effectivement été violée? Ou l'homme. En fait, c'est justement le tabou du viol conjugal à lever. Parce que dès lors, moi, je sais qu'il y a 2 ans, oui, c'est ça, il y a 2 ans, en novembre 2019, pendant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, j'ai évoqué la question du viol conjugal. J'ai été signalée sur Facebook. Waouh. Parce que, enfin, après, nous sommes dans une société où les femmes, finalement, on est éduquées, je le dis à chaque fois qu'on me demande de parler de droits de la femme, on est éduquées à être de bonnes épouses, à ne pas être femme tout simplement. C'est-à-dire qu'une bonne femme, c'est celle qui est épouse. Et elle devient en fait très bonne femme quand elle est maman, quand elle est un enfant. Donc on nous réduit à notre simple fonction de maternité. De reproductrice. Je ferme en fait cette parenthèse et revenir à la question du viol conjugal. Déjà, c'est entretenu par les religions. On demande à la femme lors des mariages, que ce soit au niveau de la mosquée, au niveau de l'église, ou même en fait, dans nos traditions dites animistes, de se soumettre. Et en même on dit que ton corps, enfin le corps de la femme finalement ne nous appartient pas, il appartient à l'homme, il appartient à la société. Et c'est assez intéressant parce que samedi j'étais à un panel justement sur le féminisme en Côte d'Ivoire où il y a quelqu'un qui disait mais de toutes les manières, moi, enfin ma femme, je décide enfin de son corps. Et il y a une dame qui a dit mais moi, quand je me mariais, on a fait venir une vieille à côté de moi qui me donnait tout ce qui est conseil concernant mon mari. Je dois accepter quand il veut coucher, que je sois fatiguée ou non. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça qui subissent des viols conjugaux dans leur foyer, mais qui n'osent pas en parler. Qui sont éduquées parce que c'est un sujet tabou, c'est pareil que l'inceste. Incroyable. Vous avez parlé de la culture du viol dans nos sociétés. C'est quoi la culture du viol? La culture du viol, ça va être tout ce qui est propos, tout ce qui est pratique visant à légitimer le viol. Ça va être, désirer une très forte poitrine, donc si on me viole, mais elle est en forme, hein, donc ça se trouve, elle a cherché son viol. Ça va être, mais elle portait une jupe courte. Du coup, c'est pour cela que, voilà, le viol s'est jeté sur elle. Mais jamais on ne remettra en cause la responsabilité du boulot, du bourreau, autant pour moi. On va toujours accuser la victime. On va dire, mais bon, de toutes les manières, tu étais trop sexy, tu as trop de forme. Très bien. C'est bien compris. On va revenir à l'actualité Désiré Denéo. Et l'actualité, c'est ce violeur qui a été appréhendé. En tout cas, ce présumé violeur, parce que je crois qu'il n'y a pas encore de procès, mais donc qui a été appréhendé par la police, accusé d'avoir donc été l'instigateur d'une situation dramatique qui a même causé la mort d'une dame. Retour un peu sur le fait, si vous voulez bien déjà. Écoutez-moi, déjà, c'est un dossier auquel je suis liée malheureusement parce que l'une de mes suivantes que je suis, enfin, suivante, c'est toute personne qui est victime de violence. Hein. Et du coup, étant donné qu'on est dans une psychologie de réparation, on passe du statut de victime à suivante. Donc, vous entendrez sûrement cela avec des activistes, avec des femmes agissant pour le droit des femmes. Donc, il y a l'une de mes suivantes qui a été enfin agressée par ce monsieur-là. Et du coup, il y avait des menaces via les réseaux sociaux parce qu'elle aurait été droguée. J'emploie le conditionnel parce qu'il n'y a pas encore procès. Et du coup, ça avait été filmé, menacé de publier ces vidéos et ça a été fait. Donc déjà, on avait porté plainte au niveau de la PLCC. Donc, c'est un soulagement pour nous. C'est un soulagement pour nous que la police ait quand même
pu avancer dans ses recherches parce que très souvent les questions de violences faites aux femmes sont quand même assez banalisées. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il y a un féminicide. Au niveau de la Ligue, on a eu à traiter 2 cas de féminicide à Bondoukou. Et avec le concours de la police nationale, mais qui est aussi rentré très tard dans le dossier, on a pu mettre la main sur le violeur. C'était aussi un violeur, le violeur en série de Bondoukou. Incroyable. Alors justement, il y a eu de la plainte, certainement celle que vous suiviez, et puis vous nous avez dit qu'il y a eu des efforts de la police, et cette personne-là a récidivé. On n'avait pas pu, la police, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre, l'occasion de mettre la main sur l'individu? Là, c'est plutôt ma consoeur chargée des affaires juridiques de la Ligue qui est vraiment sur ce dossier. Par contre, on peut vous dire qu'on a déjà constitué 3-4 avocats pour pouvoir défendre, parce qu'il y a 26 femmes enfin, qui l'accusent. 26 femmes qui l'accusent de les avoir violées. Donc on est vraiment face à un violeur en série. Donc ces 26 femmes-là, nous sommes en train de travailler avec elles. Étant donné que le dossier va peut-être passer en instruction, je ne peux pas non plus revenir sur certains détails. Et il y va aussi de la sécurité de ces dames-là. Je suis très curieuse de savoir, parce qu'effectivement, vous parlez de 26 femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Certaines ont même affirmé qu'il aurait été emprisonné certaines fois et qu'il serait ressorti de prison et qu'il serait revenu encore plus fort, si je peux utiliser ce terme. Qu'est-ce qui justifie le fait que ce n'est que maintenant qu'on porte un regard aussi, on va dire, aussi alerté, attentif sur le cas de ce monsieur? Et les premières plaintes ont dû arriver beaucoup plus tôt. À quel moment, par exemple? À quel moment, je ne saurais vous le dire. Mais de ce que je sais, on a quand même une des membres de la Ligue, dont je tairai le nom, qui est membre fondatrice comme moi de la Ligue, qui a failli être victime aussi de ce dernier. Donc, écoutez, la question des violences faites aux femmes, surtout les questions de viol quand on est adulte, c'est très banalisé dans nos commissariats. C'est très banalisé au niveau de la gendarmerie. Donc, par contre, il y a eu des moments aussi, les femmes ne sont pas elles-mêmes allées se plaindre, parce qu'il y a de nombreuses femmes qui se sont plaintes. En même temps, elles ne se plaignent pas. Pourquoi? Voici une société dans laquelle où on vit, on dit aux femmes, toutes les manières, quand on t'a violée, la famille cherche à porter plainte. Pas pour réparer la victime ou la suivante dans ses droits, mais parce que l'honneur de la famille était atteinte. C'est d'abord la famille, c'est d'abord le nom de la famille. Ou parfois on demande aux filles de ne pas porter plainte finalement, parce que quand tu vas porter plainte, ça va salir le nom de la famille. Et puis toi-même, en fait, quel homme va vouloir aller avec une femme qui était violée? Du coup, ces femmes-là sont résignées au silence. Raison pour laquelle c'est assez intéressant ce qu'on fait aujourd'hui à la Ligue, mais ce qui a été fait au départ, avec par exemple Toseta, avec le hashtag Brisons le silence du viol lancé par l'Amazone Wassawane, qui a permis de libérer la parole des femmes. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, parce que ce qui a permis, je pense que ce monsieur soit appréhendé peut-être et médiatisé, c'est justement la force des réseaux sociaux, la mobilisation voilà, que la jeunesse surtout a eu autour de ce cas-là. C'est peut-être pour ça aussi que vous utilisez les réseaux sociaux. On est activiste, on ne peut que se servir des réseaux sociaux. On est né grâce aux réseaux sociaux. Quel conseil vous donnez justement à ces jeunes femmes qui peuvent peut-être se retrouver dans ces situations-là face à un potentiel violeur? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire sur le moment? Déjà, faut pas. On peut sur un projet de manuscrit, un livre qui va sortir bientôt avec une autre copine, Émilie Tapé, sur notamment la culture du viol. C'est déjà ne pas, comment on va dire ça, ne pas se blâmer. Parce qu'on a tendance à croire que quand on est victime de viol, on est sale, il y a une part de nous qui est partie, c'est clair. Mais il faut déjà se rapprocher. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations qui s'intéressent aux questions de violences faites aux femmes. Il y a Stop au Chat Noir qui fait de la réparation psychologique à travers, comment on va dire ça, du body acceptance. Il y a la Ligue qui accompagne à tous les niveaux, psychologique, social, juridique et même social, quand la suivante n'est pas autonome financièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes à leur écoute. Très bien. Alors, ce qui est important, Sophie, ce qui est important, madame, c'est ce qu'on a pu évoquer, on a pu lire sur les réseaux sociaux, c'est que ce violeur en série, c'est peut-être ce qui fait qu'on pense qu'il est violeur en série, c'est le modus operandi. Il y avait une façon de procéder. Comment c'était? Déjà qu'il va prendre attache, pour le cas que je suis, on va prendre attache avec sa supposée victime, via les réseaux sociaux, se faisant passer pour une agence soit de mannequinat ou une agence en fait, qui recrute des hôtesses. Et au lieu de rendez-vous, vous tombez dans le piège. En mettant généralement des femmes en avant. Oui, on mettait généralement des femmes en avant. Comment est-ce que vous expliquez ces femmes justement qui sont complices, on va dire, de... Écoutez, c'est comme les hommes, tous les hommes ne sont pas des cons. Tout comme toutes les femmes ne sont pas, en fait, ne sont pas les meilleurs, des anges, en fait. Donc, il y a des femmes, malheureusement, qui sont alliées du patriarcat, comme on le dit chez nous, les féministes.
Alors, Désiré, le 1er avril 2021, vous êtes saisi d'une affaire de viol sur mineur du côté de Bergerville. Quels sont les derniers développements de cette affaire? En tout cas, si vous pouvez en parler, d'après le dernier communiqué du procureur de la République. Ou après après le dernier communiqué du procureur de la République qui a fait grand bruit. Déjà, nous, c'est un soulagement de savoir qu'en un mois, en un intervalle d'un mois, le procureur répond à 2 de nos communiqués. Donc, l'affaire, on a porté plainte, hein, comme dans n'importe quelle affaire dont on se saisit au niveau de la Ligue. Bon, c'était moi qui était, enfin, comment on va dire ça, point focal de la Ligue sur ce dossier-là. J'ai porté plainte pour le compte de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bon, enfin, on a constaté qu'il y avait quelques petites irrégularités dans le dossier. Je parle également sous caution de mes 2 avocats. Donc, voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et du coup, est-ce que j'ai tenu des allégations mensongères? Je dirais non, je ne le reconnais pas. Mais c'est assez intéressant. En plus, le procureur, on va dire, c'est notre allié au niveau du système judiciaire en Côte d'Ivoire. D'autant plus que quand il y a procès, c'est lui qui plaide pour la victime. Et ce n'est pas seulement la première fois que le procureur se prononce ou que le ministère de la Justice se prononce concernant des affaires qui sont portées par la Ligue. Donc, est-ce que c'était pour fustiger l'institution judiciaire? Non. C'était juste pour attirer l'attention des gens. Est-ce que vous n'en avez pas fait trop? Vous n'avez pas eu l'impression d'en avoir fait trop? Qu'est-ce qu'on appelle en faire trop? Parce que quand vous dites tout à l'heure, il y a eu des petites irrégularités, vous relativisez. C'est bien quand vous en parlez comme ça. Oui. Mais bon, c'est peut-être des irrégularités qui ont vraiment, comme disait le procureur, qui ont peut-être porté un petit discrédit, un vrai discrédit sur le système Mais judiciaire. Non, parce qu'on a des dossiers. Bon, alors, on a des dossiers. Ces petites irrégularités, c'était lesquelles, par exemple? Là, par exemple, le dossier est en instruction. Je ne peux plus revenir sur cela parce que je suis tenue par le secret de l'instruction. Je reconnais, et du coup, raison pour laquelle je dis que je ne me reconnais pas dans ces propos, dans ces allégations dites mensongères. Et puis, il faut savoir ce que allégation signifie en droit. Je crois qu'il est bien placé pour le savoir. Donc, à ce jour, quelles sont vos relations avec le parquet? On a de très bonnes relations avec le parquet, d'ailleurs, même avec l'institution judiciaire. Hein. Je salue au passage l'association des jeunes avocats qui réagit chaque fois qu'on les sollicite. Je pense à Maître Balleroux, qui réagit chaque fois qu'elle est sollicitée pour des cas concernant la Ligue. Le procureur, en tout cas, chaque fois qu'on saisit le parquet, répond de façon automatique. Et je pense qu'il faut continuer dans cette lancée-là. Je pense également à l'affaire Ben Badi, où la victime était décrédibilisée. Je profite aussi de votre plateau pour surtout, je ne sais pas, adresser un message à nos journalistes ivoiriens. Ce serait bien de se former, ne serait-ce que sur le vocabulaire judiciaire. Monsieur Ben Badi était placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas été mis en liberté tel que André Sylvain Conan l'a signifié. Aller jusqu'à qualifier une question de viol d'histoire à l'eau de rose, c'est outrageux et c'est blessant pour la suivante parce que moi je sais comment cette petite fille-là m'a appelé le jour où l'article a été partagé. Mais qu'est-ce qui se passe alors que je suis en contact avec les avocats de la victime? Et on a mis peut-être un jour avant de réagir. Et encore dans la même affaire concernant l'affaire Bergerville, quand on dit cette Ligue des droits des femmes gagnerait à soigner ses sorties, blablabla, blablabla, et on n'a pas été fichu de dire si Ben Badi avait été libéré ou non. C'est bien de se former et de comprendre ce que c'est la procédure judiciaire en matière de violence faite aux femmes. On va revenir dans cette situation-là juste après une courte pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk après cette courte pause en compagnie de notre invité, Dénéo Nyoncia Désiré. Et le prochain nom? C'est le prénom de ma mamie. Très très bien. Alors, on va revenir à cette situation-là que la Ligue défend. Alors pour les cas, je dirais pas, je connais pas le nombre, mais pour un bon nombre de cas, il y a des personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux avant même souvent de saisir la Ligue ou la justice. Et vous saisissez de ces dossiers-là. Bon, d'abord, comment vous choisissez les dossiers dont vous vous saisissez dans un premier temps? Déjà, on ne fait aucune distinction concernant les suivantes qu'on va accompagner. On est association féministe, mais aucune des femmes que nous accompagnons n'est féministe. Je tiens quand même à le préciser, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des gens. Généralement, c'est des alertes, comme je dis, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, dès qu'il y a un cas de viol ou il y a un cas de violence conjugale, on va être tagué, retagué. Et du coup, on fait la mise en relation avec la suivante. Déjà, on fait l'écoute préalable. On ne va même pas dans le but de vouloir porter plainte. Écouter la suivante. S'il y a lieu de la sortie de l'environnement où la violence est produite, on le fait. Mais encore une fois, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de centre pour accueillir des femmes adultes victimes de violences. Et il y a le centre Pavios qui existe, mais c'est une capacité de 7 places et pendant 72 heures. Une femme qui est... Non, on se dit clairement. Psychologiquement, c'est... Voilà, Et dans l'affaire de Bergerville, par exemple, on a sollicité le centre Pavios pour accueillir la petite fille parce qu'il fallait la sortie de l'environnement. Est-ce qu'on peut revenir sur l'affaire de Bergerville pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire?
L'affaire de Bingerville, on a été saisis sur les réseaux sociaux, hein, je crois, la nuit du... Ouais, c'est le 3 avril que nous avons porté plainte. Donc, dans la nuit du 2 au 3 avril, nous avons été saisis sur les réseaux sociaux à travers un témoignage d'une personne du voisinage qui alertait concernant un cas d'inceste. Donc, le lendemain matin, étant donné que c'est moi qui étais disponible, je suis allée sur place, chercher à savoir ce qui se passait. Donc, sur conseil encore de notre avocate, je suis allée porter plainte au commissariat. Il y a eu interpellation du beau-papa de la petite. Et du coup, le même soir, il fallait placer la petite. Donc, il y a une procédure, il y a le soir transmis qui est rendu. Mais sauf que nous, on pensait qu'elle allait pouvoir être accueillie au centre Padios. À notre grand étonnement, on avait déjà contacté le centre Padios le matin, mais sauf qu'aux environs de 20h, quand on a fini tout ce qui était tracasserie judiciaire au commissariat, on fait savoir au niveau du centre Padios que le centre est fermé. Procédure. Ok, tout ce qui est procédure, enfin, si on peut s'exprimer ici. On nous fait savoir que le centre est fermé, on part en week-end et il faut revenir après Pâques. Donc, imaginez-vous que c'était moi qui ai été victime de violence conjugale. Je n'ai aucune famille à Abidjan. J'allais me retrouver à la rue, à errer et peut-être même des badauds allaient peut-être on allait peut-être me violer. Donc vraiment, c'est aussi faire un plaidoyer auprès du ministère pour permettre qu'il y ait un service minimum qui se fasse au niveau du centre Padios, quitte même à faire la rotation avec des associations, on peut le faire bénévolement. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe en fait avec la victime? Elle rentre chez elle? Est-ce que vous pouvez vous l'accueillir? Bon, après, ce qu'on fait, on fait des... Là, avec la petite, on a réussi quand même à la placer. Étant donné qu'elle était mineure, c'est un peu plus facile pour les mineurs. On réussit. Il y a plusieurs centres aujourd'hui qui hébergent des mineurs victimes de violences ou des mineurs en difficulté. Et puis, à la direction de la protection de la jeunesse qui fait un excellent travail également. Mais pour les femmes adultes, c'est compliqué. Donc, dans bien des cas, ça va être la présidente Mégane qui va accueillir une survivante. Ça va être moi qui vais accueillir une survivante chez moi, où on va voir en fait avec des amis dans le réseau, parce qu'aujourd'hui, on a un très gros réseau d'activistes féministes, voir qui peut accueillir une femme chez elle pendant une période. Ou même parfois aussi, on s'engage, parce qu'il y a quand même des mécènes qui réagissent, mais sinon, on mobilise des fonds. Comme par exemple, tout à l'heure, là, avant de venir, on m'a informé du fait qu'une dame, en fait, est à l'hôpital, victime de césarienne. Enfin, elle a subi, une césarienne, et du coup, n'ayant pas les moyens, elle est vraiment en train de... elle est mal en point, donc il faut débourser 300 000. Donc là, on est en train de collecter automatiquement les 300 000 pour sortir cette femme-là de cette situation. Mais vous parliez d'un ministère tout à l'heure. Est-ce que vous êtes soutenu par des ministères? Si oui, lesquels? Non, en fait, on travaille aussi avec le ministère. C'est notre ministère de tutelle, le ministère de la Femme. C'est notre ministère de tutelle. Sauf que le problème avec le ministère, c'est l'un des ministères les plus fluctuants en Côte d'Ivoire. À chaque remaniement ministériel, la ministre change. Donc, c'est dit qu'il faut commencer à établir un partenariat avec le ministère et ça change. Donc, il y a une nouvelle équipe qui se met en place et ça ne rend pas forcément la tâche facile. C'est surtout que ça ne rend pas la situation selon laquelle l'administration, c'est une continuité. Ça reste quand même... Il y a des dossiers. Ça reste... Juste pour terminer sur le cas de cette jeune fille, vous avez dit donc elle est mineure. Quel est son état de santé aujourd'hui? Là, je peux vous dire qu'elle va bien parce que... il y a quelque chose qu'on appelle les principes directeurs en matière de violence basés sur le genre, que ce soit un petit garçon, une petite fille. On fait sortir la victime de l'environnement, la violence a eu lieu. Donc, on l'a placée dans un centre. Je ne peux pas révéler le nom du centre pour des questions de sécurité aussi. Parce que jusque-là, la famille de la petite n'a pas réagi. Donc, voilà, c'est assez dur aussi peut-être psychologiquement pour elle. Mais on lui apporte l'assistance du point de vue social, du point de vue psychologique. Et puis, voilà. On a parlé tout à l'heure de ce que ces femmes-là vivent. Du point de vue de leurs agresseurs, mais il y a également ce silence coupable, là où cette forme de complicité qui dépasse son nom de la part de la famille. Voilà. Pour exemple, vous dites aujourd'hui qu'une petite, une mineure se fait agresser. Après, il faut nuancer. Il ne faut pas forcément jeter le discrédit sur la famille. Moi, j'aime bien, par exemple, citer... Mais dans le cas précis, la famille de la petite ne réagit pas. Si la famille de la petite ne réagit pas, après, c'est tellement commun en Afrique. Ça, malheureusement. Je ne vais pas revenir sur ça parce que ça a créé quelques petits couacs aussi. Donc, par contre, il ne faut pas forcément jeter le discrédit sur la famille, surtout dans les cas d'inceste. Parfois, les mamans savent. Mais quand elles veulent partir, on te dira, mais c'est le monsieur qui fait tout pour les enfants. Et du coup, il y a une double culpabilité chez les mamans. Non, mais je le dis, j'essaie de faire quand même un plaidoyer parce qu'il faut essayer de... Faut vraiment... Après, il y a des mamans quand même qui sortent du foyer avec leurs enfants, dès qu'elles s'en rendent compte. C'est d'abord les enfants. Justement, il faut avoir l'instinct protecteur, l'instinct de maman. Vous préférez protéger votre enfant au niveau financier plutôt que de protéger la santé mentale et physique. Il va falloir demander à ces femmes. C'est pourquoi dans l'épisode de la Ligue, il y a beaucoup de sensibilisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensibilisation. C'est pourquoi on demande aux mamans
souvent, on va sensibiliser sur des marchés, de porter plainte, même si elle ne veut pas porter plainte, mais de mettre l'enfant à l'abri. Parce qu'une petite qui va subir... Megan, présidente de la Ligue, a été victime d'inceste. Elle a rendu son témoignage public. Mais c'est quelque chose qui l'a suivi longtemps. Donc, on se dit peut-être, oui, mais c'est bon, on a sorti l'enfant de là, mais il faut faire un accompagnement. Et c'est cet accompagnement-là qu'on fait derrière. C'est pas forcément porter plainte, mais permettre à la victime de pouvoir renaître. Mais justement, comment se fait sa prise en charge psychologique? Quel est son âge pour avoir subi tout ça psychologiquement? La petite a 16 ans. Du coup, d'après comment se fait sa prise en charge? Sa prise en charge, elle est dans un centre qui est habilité à travailler avec des enfants. Avec toute une procédure. Avec toute une procédure. On essaie de passer la voir depuis qu'elle est passée 1 ou 2 fois en semaine avec des bénévoles. Pour vraiment, enfin, où on appelle, lui prouver aussi qu'elle n'est pas seule. Il y a de l'amélioration? Il y a de l'amélioration, il y a quand même, par rapport, je vois encore son regard, hein. Le premier jour, je la sors avec son regard qui est hagard, qui n'évoque rien. Et là, vraiment, il y a de plus en plus de prise de confiance en elle. Et de la vie. Les viols ont duré combien de temps? 2 ans, selon les propos de la petite fille. Mais je ne vais pas revenir sur les détails parce qu'on est encore en instruction. Voilà. Mais c'est important en tout cas de continuer à sensibiliser parce que malheureusement, sur le continent, on a trop de situations similaires où les familles ne font rien, où les familles sont complètement muettes face à ce genre de situation. Et on se rend compte que vous interagissez aussi beaucoup avec des plateformes comme Police Secours, Bénévoles de Premier Secours, BPS de Hassan Hayek. Quelles sont vos relations avec ces plateformes? On a de très bonnes relations. Généralement, chacun fait son job. Hein. Nous, notre job, c'est d'accompagner les victimes de violences, enfin, qu'elles soient femmes ou petits garçons. Je me suis retrouvée à défendre un petit garçon, ce qui n'était pas, enfin, c'était pas mon dossier, mais je l'ai fait parce que j'ai trouvé que c'était injuste. Parce que ce qui est important de signaler, dans la question même de la définition du viol, il y a également la définition du viol sur mineur, quand la personne a moins de 15 ans ou à partir de 15 ans. On parle de pédocriminalité ou de pédophilie. Donc on travaille avec ces plateformes, on travaille beaucoup avec Police Secours, on travaille énormément aussi avec BPS. Souvent, quand il y a des cas qui sont dénoncés là-bas, on travaille avec. On a de bons rapports avec même d'autres organisations de la société civile, hein, quand on ne peut pas. C'est qu'on travaille soit pour Chat Noir pour les questions psychologiques. Là, quand on vous entend comme ça, on a l'impression que tout fonctionne bien, tout est très fluide, mais vous rencontrez d'énormes difficultés. Parce qu'un bon nombre de ces plaintes-là sont faites sur les réseaux sociaux. Donc forcément, vous avez de temps en temps affaire à des personnes pas sérieuses qui évoquent des situations. Vous êtes obligé de déplacer une équipe, écouter pour qu'on se rende compte que le témoignage il est fallacieux. Toutes ces choses-là, vous les rencontrez également? Pas depuis l'existence de la Ligue. On n'a pas eu de témoignages fallacieux. Peut-être qu'on a eu des moments où la victime s'est rétractée. Et c'est d'ailleurs son droit de se rétracter. Mais généralement, quand elle se rétracte 2 mois après, 3 mois après, elle revient. Mais depuis la naissance de la Ligue, vous avez enregistré combien de cas? De 2019 à 2020, on est à plus de 250 cas. Nos suivants ont 65 ans. Et en 2020, on est à plus de 20 cas. Plus de 20 cas. Et puis en moyenne, c'est 5 appels à l'aide par jour et 2 cas de viol par jour. Et quels sont les cas qui reviennent le plus? Les cas d'inceste, de viol? Quels sont les cas qui reviennent le plus? On va dire que c'est du tout. Hein. De viol, surtout des cas de viol. Et après, des cas de violence conjugale, mais parce que les femmes aussi ne disent pas forcément « je suis battue » et tout ça. Alors, donc on fait un gros plaidoyer derrière. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est nous, à notre niveau, population, femmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour vous demander à ces femmes-là. Mais en fait, si nous, on ne sait pas, qu'est-ce que nous, on peut faire? Il y a un numéro vert, on peut contacter la Ligue au 07 49... Et comment on peut vous accompagner? Mais elle va finir le numéro. Oui, pardon. 07 49 79 36 72. Après, on a également notre page Facebook. On est très actifs. On peut me contacter Megan, Bintou, Marie-Paul. C'est des visages très connus sur la toile. Donc, on réagit automatiquement dès lors qu'on nous contacte. Mais surtout, si vous avez dans votre environnement une femme qui subit, encouragez-la surtout pour les cas de violence conjugale, généralement c'est après cette tentative que la femme se rend compte qu'elle est dans un carcan. Encouragez-la à ne pas rester parce qu'il peut avoir le coup de trop. Nénéo Désiré Ignancien est le nom de la mamie. On a été très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Pour parler de cette importante question-là, de ces violences faites aux femmes et aux mineurs. C'est important de le dire. Et surtout ce qui est fait pour la prise en charge de ces personnes-là qui traversent des moments difficiles. Toute notre compassion justement à ces personnes-là. Et puis bravo pour votre combat. Merci. Bon, à vous et à tous les partenaires du système, d'accord. Vous avez très bon rapport avec le système judiciaire, vous l'avez dit, on va le noter et s'arrêter ici. Notez qu'on a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce tout premier numéro de la semaine du Live Talk. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.
Merci.